Une section de l'autoroute A83 dans l'ouest de l'Écosse est une zone à haut risque. Depuis 2007, elle a connu au moins 9 glissements de terrain majeurs. Plus de 93 millions d'euros ont été investis dans le renforcement du sol et d'autres mesures, mais aucune ne s'est avérée efficace. Tout ça parce que la cause du problème n'était pas un phénomène naturel, mais des animaux. En 430 avant Jésus-Christ, l'historien grec Hérodote avait remarqué que de petits oiseaux pénétraient calmement dans la gueule des crocodiles et en ressortaient indemnes. Dans son ouvrage Histoire, Hérodote écrit que les crocodiles, vivant principalement dans l'eau, ils sont constamment couverts de sangsues et ne peuvent pas s'en débarrasser tout seuls. Ils ont donc besoin de l'aide d'oiseaux qui mangent des parasites. Logique, et tout le monde y gagne quelque chose. Hérodote savait de quoi il parlait. Bien sûr, c'est pas le seul exemple de relations mutuellement bénéfiques dans la nature. Mais si on regarde la situation dans son ensemble, on découvre des problèmes plus sérieux. Des sangsues sur quelques dizaines de crocodiles, c'est 3 fois rien. Selon une étude de 2018, on trouve des tiques sur 80% de la population mondiale de bovins. Vous imaginez ce que ça représente ? S'il s'agit d'une région dans laquelle les tiques et le bétail ne coexistent pas depuis longtemps, une infection peut entraîner la mort de l'animal. En clair, les vaches peuvent tomber malades, perdre du poids, donner moins de lait, avoir du mal à se reproduire, etc. Il est presque impossible pour un animal de se débarrasser des tiques tout seul. Elles sont trop petites et s'enfoncent trop profondément dans la peau. Et qu'est-ce qu'on peut y faire quand on n'a que des sabots ? Remuer la queue ne suffit pas. Heureusement, ils viennent à la rescousse. Les pique-bœufs sont de petits oiseaux au bec coloré. Ils aiment s'asseoir sur les grands mammifères, sauvages ou domestiques, et se nourrissent de parasites. Ils consomment n'importe quoi, tiques, petits insectes, larves de thon. En bref, il s'agit d'un exemple classique de partenariat. Les pique-bœufs aident même les rhinocéros en les avertissant de l'approche des humains. Bien que les rhinocéros noirs aient un bon odorat et une ouïe efficace, leur vision laisse beaucoup à désirer. C'est au point qu'on peut s'approcher d'eux sans se faire remarquer si on avance contre le vent. Mais grâce aux oiseaux, les rhinocéros parviennent à éviter les humains et même à échapper aux braconniers. Les pique-bœufs ont une bonne vue et émettent des cris d'alarme sifflants lorsqu'un danger approche. Ah, des braconniers! Fausse alerte! Tu peux t'enlever, s'il te plaît? Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Les oiseaux se nourrissent, les mammifères sont à l'abri des prédateurs, des parasites et des maladies, de l'entraide sincère. Non, je ne demanderais pas ça si c'était aussi simple. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que les relations entre les pique-bœufs et leurs propriétaires étaient un exemple type de mutualisme, c'est-à-dire une symbiose parfaite. Mais en fait, les oiseaux n'aident personne, sauf eux-mêmes. Peut-être même qu'ils sauvent les rhinocéros pour leur propre bénéfice. Pas parce que les pique-bœufs savent qu'ils vont collecter davantage de parasites sur un rhinocéros vivant, il est vrai qu'un rhinocéros mort deviendra vite inutile, mais parce que ces oiseaux sont devenus des vampires. Peter, wake up. Je suis sérieux, les pique-bœufs se nourrissent des parasites des mammifères, mais ils attendent toujours que les tiques aient bu suffisamment de sang. Donc ils n'empêchent pas du tout les parasites de transmettre une infection. Pour un pique-bœuf, une tique bien nourrie est un peu comme un ravioli avec une délicieuse farce. Bien sûr, on pourrait le manger sans farce. Mais pourquoi donc ? Il tue donc plus souvent des tiques bien nourries que des tiques affamées. Mais c'est encore pire que ça. Les pique-bœufs adorent le sang et ils sont même prêts à rouvrir les vieilles blessures des animaux ou, d'après la rumeur, à en faire de nouvelles pour grignoter un peu. Les pique-bœufs se nourrissent aussi de cérumen et de pellicules de mammifères. Mais c'est vraiment trop bizarre, même pour des vampires. Quand on y pense, c'est assez frustrant. Un oiseau s'assied sur vous. Il est censé vous aider à lutter contre les démangeaisons constantes dues aux parasites, mais en fait, il plonge son bec dans la plaie, l'élargit et se met à vous sucer le sang. Ça soulage pas du tout la douleur. Même les simulis ne sont pas aussi cruels. Beaucoup d'entre elles ont une substance dans leur salive qui fonctionne comme un anesthésique. C'est pourquoi on ne s'aperçoit pas toujours qu'un minuscule insecte suceur de sang est en train de nous dévorer. Les pique-bœufs n'ont aucun anesthésique dans leur salive, leur bec ou leurs pattes, ce qui signifie que tout ce qu'ils font à l'animal doit être sacrément douloureux. Pourtant, quand on observe les animaux auxquels s'attache ce parasite ailé, il semble qu'ils ne ressentent rien du tout. Je suis sûr que ça fait mal. Alors pourquoi ils ont l'air de quelqu'un qui est en plein tournoi de poker? C'est comme ça avec tous les animaux. Même après avoir reçu des blessures terribles, ils font semblant que tout va bien.
La nature n'a quand même pas pu les rendre tous insensibles à la douleur. C'est pas tout à fait ça. Les petits animaux comme les lapins ne montrent pas qu'ils souffrent, afin de ne pas devenir des proies faciles. Après tout, les prédateurs choisissent les victimes les plus faibles. Mais les prédateurs aussi ont des problèmes. Tout signe de faiblesse peut ruiner leur réputation, ce qui les rend vulnérables. Quand on doit constamment se battre pour des ressources et pour sa position au sein de la meute, on n'a pas le temps de s'asseoir et de souffrir. Les autres ne comprendraient pas. Ah! Je veux dire, ah ouh! Bien sûr, les humains aussi peuvent supporter la douleur, mais dans notre cas, la nature en a fait un peu plus et nous a procuré des astuces pour soulager la douleur inconsciemment. Crier ou jurer peut pousser notre corps à entrer en mode lutte ou fuite, ce qui réduit la douleur. La prochaine fois que vous vous cognez le petit doigt de pied sur la table de nuit et que vous ne pouvez pas vous empêcher de jurer, ce sera à cause de la science. Revenons-en aux pique-bœufs et à leur proie. Le plus souvent, les oiseaux ne causent pas de nouvelles blessures, ils ne font qu'agrandir les blessures existantes. À choisir, il est sans doute préférable de perdre un peu de sang que de mourir d'on ne sait quelle maladie. Au moins, certaines tiques seront mangées avant d'avoir pu mordre, pas vrai ? De nombreux fermiers sont convaincus que c'est la réalité. Il existe même des calculs qui montrent qu'un pique-bœuf peut manger environ 400 tiques par jour, ce qui fait 146 000 par an. Certaines de ces tiques auraient sans doute pu causer des maladies. Donc, c'est gagnant-gagnant. Pas de perte financière, d'autant plus que les pique-bœufs travaillent gratuitement. Oui, ils boivent un peu de sang, mais personne n'est parfait. En plus, combattre les parasites avec les méthodes modernes, c'est-à-dire à l'aide de différents produits chimiques, est coûteux et dangereux. Il n'est pas non plus possible de laisser le bétail sans aucune protection. À l'échelle mondiale, les pertes dues à une seule espèce de tique sont estimées à près de 16 milliards d'euros. Une seule espèce! Pas étonnant que les fermiers soient prêts à supporter des oiseaux vampires pour maintenir leurs exploitations à flot. Et tout allait bien, jusqu'à ce que les scientifiques arrivent. En 2000, Paul Weeks a publié une étude affirmant que les pique-bœufs n'ont aucun effet sur la population de tiques. Weeks a empêché les oiseaux d'approcher des vaches en s'attendant à ce que le nombre de parasites augmente considérablement. Mais ce n'est pas arrivé. En plus, il s'est avéré que le nombre d'animaux malades n'a pas non plus augmenté, mais que le nombre de blessures a diminué. En bref, tout ce que font les pique-bœufs, c'est boire du sang et manger du cérumen. Tu parles d'un coup de main, mais tout le monde peut se tromper. Et en matière de faune sauvage, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Les moutons en sont un exemple simple. Ils ne devraient pas poser de difficultés, pas vrai? Des animaux pas très intelligents, mais très moelleux, qui parfois n'arrivent même pas à se lever tout seuls. Mais les moutons sont souvent utilisés pour lutter contre les mauvaises herbes là où poussent des plantes vivaces comme le café, la mangue, l'avocat ou le cacao. C'est très pratique et surtout gratuit, car les moutons, comme les pique-bœufs, ne sont pas payés et le sang ne les intéresse pas du tout. Mais vous vous souvenez des étranges glissements de terrain du début de la vidéo contre lesquels les gens se battent depuis plus d'une dizaine d'années? Des glissements de terrain que rien ne peut arrêter? Ça peut paraître étrange, mais ils étaient en fait causés par les moutons. Steve, bon sang, tu devais éliminer les mauvaises herbes, pas causer un glissement de terrain sur l'autoroute. Bah quoi, tu vois des mauvaises herbes quelque part? Bah non. En fait, l'explication est simple. Les racines des plantes maintiennent le sol en place, empêchant sa destruction et les glissements de terrain. Les moutons qui pèsent sur les pentes empêchent les arbres et les arbustes de pousser et de renforcer le sol. On pense que les moutons sont aussi responsables d'inondations parce qu'ils compactent le sol, empêchant l'eau d'être absorbée, et au train où vont les choses, on va découvrir que c'était des moutons qui avaient mangé cette fameuse chauve-souris. Bon, pour être honnête, les moutons sont ni les premiers ni les derniers animaux à affecter notre planète. En fait, tout a commencé il y a longtemps. Trop longtemps. Imaginez, d'énormes animaux de plusieurs tonnes parcourent la Terre depuis des millions d'années. Ça a forcément eu des conséquences. Les dinosaures n'ont pas seulement laissé des traces que les scientifiques découvrent aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont été les premiers paysagistes de l'histoire de la planète. Un grand sauropode essayant de gravir une colline escarpée pourrait la faire s'écrouler. Les migrations de lézards géants qui suivaient le même itinéraire chaque année ont créé des chemins dans la roche. Les nids ont transformé des vallées fluviales. Même une simple promenade sur des dunes les aura radicalement transformés aux yeux des plantes et des petits animaux. Et ça aura affecté leur avenir. Encore un fait intéressant pour vous. Vous vous souvenez que les oiseaux sont les plus proches parents des dinosaures. Les oiseaux qui aiment faire de drôles de danses nuptiales pour attirer une partenaire. Il n'y a pas si longtemps, des paléontologues ont découvert d'étranges rayures sur des fossiles
semblables aux traces d'un rituel nuptial. Et pas n'importe quel rituel, mais des danses d'allosaures. À mon avis, ça a eu des conséquences sur la planète. A plus!